Le Nasdaq a chuté d'environ 40% depuis son dernier pic, ou quelque chose du genre. Une partie de cette chute peut s'expliquer par le comportement grégaire des investisseurs déclenché par le revirement de politique monétaire, dans la mesure où plus ou moins tout le monde investissait en partant du principe que les liquidités continueraient à couler à flot et que tous les indicateurs resteraient dans le vert, à l'exception de la valeur du dollar. Et puis, il y a eu un fort changement de signal, et tout d'un coup les gens ont commencé à envisager que les indicateurs puissent baisser, et que peut-être l'argent n'allait plus seulement rentrer dans le système, mais au contraire commencer à en sortir. Et c'est ça qui a causé une chute soudaine et brutale des prix. Ce phénomène n'est pas spécifique à l'industrie crypto. C'est plus généralement à quoi ressemble un cycle de marché au pic de l'euphorie. Néanmoins, je pense que si on met à part ce phénomène, le prix du Bitcoin reflète plutôt fidèlement cette dynamique d'entrée et de sortie dans l'écosystème monétaire. Sans aucun doute, ce crash du prix des cryptoactifs a été un signal fort, indiquant que franchement, beaucoup de projets crypto et fintech en général ont été très légers sur l'étude de cas d'usage concret. Il y a eu beaucoup d'approximations dans ce domaine, et un certain nombre de modèles financiers sous-tendant ces projets se sont avérés être plutôt douteux. Au sein de ces deux domaines, vous pouvez trouver des protocoles qui n'ont pas seulement chuté de 60% dans ce crash, mais plutôt de 99%. Ça, c'est un signe que certains projets sont bien pires que d'autres à de nombreux égards, puisqu'ils ont manifestement été plus que simplement impactés par un changement de politique monétaire et par un changement de sentiment des investisseurs. Dans ce cas, on voit souvent qu'il y avait des mécanismes artificiels à l'œuvre, créant des effets d'amplification du prix, sans valeur fondamentale derrière cette augmentation, et que dès que la dynamique s'essouffle, le protocole entier part en fumée. Comme vous le savez, Luna est l'exemple archétypique de ce genre de choses, et on pourrait probablement mettre Celsius dans le même sac. Les baisses récentes démontrent aussi que la capitalisation des projets crypto suit une distribution statistique très aplatie, puisqu'un grand nombre de projets de second plan ayant une réputation solide ont été plus durement touchés par ce ralentissement que les projets les plus capitalisés. Certaines personnes disent que le capital a tendance à être mal alloué dans les bulles financières, et je pense qu'il est juste de dire que le capital est mieux alloué maintenant. De nombreuses entreprises crypto ont été réévaluées pour mieux refléter la réalité, et le terme « rentabilité », qui était devenu une espèce de gros mot pendant un certain nombre d'années, est revenu dans le langage des investisseurs. L'année dernière, si vous aviez assisté à un cycle de financement typique de firmes de capital risque, vous n'auriez probablement pas vu d'évaluation liée aux bénéfices des entreprises. Sans le dire explicitement, tout le monde semblait se concentrer uniquement sur les revenus potentiels d'un projet, sans se soucier de la façon dont les profits seraient générés par celui-ci. Je pense qu'il y a eu un changement substantiel en la matière. Les VCs sont maintenant plus attentifs à des voies probables ou au moins plausibles vers la rentabilité quand ils financent un projet. Et c'est vrai qu'il s'agit là d'un élément essentiel d'une thèse d'investissement dans une entreprise. C'est un peu étrange à dire, mais il semble qu'on ait ignoré cette réalité pendant un certain temps. Quand on regarde un jeton, je pense qu'il est bon de se poser la question, si tout le monde se réveillait un jour et que ce projet avait complètement disparu, est-ce qu'il manquerait à quelqu'un? Est-ce qu'on jugerait utile de relancer un jeton aux objectifs similaires pour remplacer l'ancien? Je pense que cette question a pu permettre à ceux qui se la sont posés de prédire relativement régulièrement quels projets allaient survivre et lesquels étaient voués à l'échec. De toute évidence, les stablecoins ont survécu, les exchanges ont survécu, et les blockchains ayant des caractéristiques concrètement supérieures à la concurrence ont survécu, notamment celles ayant un mécanisme de consensus impliquant de nombreux acteurs, par opposition à celles qui ont disparu aussi vite qu'elles sont arrivées. On m'a demandé quelle influence ces considérations de marché ont sur moi en tant que PDG d'un exchange et d'un fonds de capital risque et d'arbitrage, puisque je gagne de l'argent notamment à travers les frais sur FTX. En d'autres termes, pourquoi est-il important pour moi que les technologies et les protocoles existants soient robustes et utiles, et pas simplement volatiles, ce qui est profitable pour un exchange? Je souhaiterais répondre à cette question de deux manières différentes. Clairement, à horizon limité, c'est en effet l'état du marché qui influe sur les profits de notre plateforme. Pour être terre à terre, les revenus que nous générerons le mois prochain seront fonction de la volatilité, du volume, des flux monétaires et d'autres choses du même genre. C'est la même chose si vous regardez les bourses. Ceux qui essaient de trouver ce qui déterminera les bénéfices du Nasdaq au troisième trimestre ne s'attardent pas sur les fondamentaux, tels que les modèles commerciaux à long terme. Ils se concentrent bien davantage sur des facteurs tels que la volatilité du marché. Mais si vous adoptez une vision à plus long terme,
Ces éléments fondamentaux sont très importants. Si vous demandez à certains des cadres les plus expérimentés de Jane Street ou d'une entreprise du même genre, ils pourraient dire que les journées volatiles peuvent être bonnes pour les profits. Bon, je ne suis pas totalement en désaccord avec ça, mais je ne suis pas totalement convaincu non plus, car à long terme, il est bon que les marchés soient sains, efficaces, stables et en hausse progressive. Même en adoptant un point de vue égoïste, ces conditions restent positives car elles créent plus d'activité. À mon avis, il se passe une chose similaire avec l'écosystème crypto, et sa santé à long terme sera un très bon indicateur de sa croissance au fil du temps. On me demande aussi si mon activité de prêt, d'emprunt et de sauvetage au cours de l'actuel bear market est liée à cette santé potentielle à long terme. Et la réponse est clairement oui. L'un des principes de travail que nous nous sommes donnés au cours de ces derniers mois est qu'il est acceptable de conclure un accord modérément mauvais pour renflouer un protocole. Nous n'avons pas fixé la barre à « c'est un bon retour sur investissement », mais plutôt à « ce n'est pas un si mauvais retour sur investissement » ou alors « nous perdons une part relativement modeste de notre capital en faisant ça ». Nous avons adopté cette approche parce que nous pensons qu'à long terme, la popularité de l'écosystème est liée à sa santé. Et c'est la santé d'un écosystème qui cause son adoption. Nous pensons que nous devons nous efforcer d'être un acteur constructif dans l'industrie crypto. Si nous ne l'étions pas, cela serait problématique à de nombreux niveaux. Dans l'optique de faire le bien de manière diffuse, nous n'avons pas besoin de savoir à l'avance exactement comment et combien nos actions nous rapportent.